J'ai commencé en fait d'une drôle de façon parce que d'abord, pendant plusieurs années, j'étais un cinéaste amateur. C'est-à-dire j'étais étudiant en anthropologie à l'Université de Montréal. Je devais devenir archéologue. J'avais vu des films de McLaren et l'idée de graver la pellicule m'avait ébloui, si on peut dire. En 1966, on a demandé à René Jaudoin de mettre sur pied le studio français d'animation. René Jaudoin est quelqu'un qui connaissait très bien l'animation. Au début des années 40, il avait été recruté par Norman McLaren pour faire partie de ce qui avait été les toutes premières expériences d'animation à l'ONF. Ils avaient en commun, Norman McLaren et René Jaudoin, cette espèce de vision du cinéma d'animation qui est une vision beaucoup plus artisanale qu'industrielle. Ce qui s'est passé ici au début du studio, ça s'inscrivait dans une espèce de mouvement mondial de contestation d'une façon de faire de l'animation qui était très élitiste, où la réalisation, la création était réservée à un réalisateur, puis avec peut-être des centaines de personnes sous lui qui travaillaient. Le cinéma qu'on a fait ici se faisait, le réalisateur faisait presque tout. On a essayé de faire que des réalisateurs puissent faire des films avec des outils faciles, des choses qu'ils trouvaient à portée de la main, que ce soit du sable ou des choses comme ça. Et un des premiers projets que René Jaudoin a lancé, ça a été le projet de chansons contemporaines. C'est ton visage basané, ton cœur à l'ombre des verres fumés, contre ma main à fleur de gain, contre ma main à fleur de gain. Et comme on pousse, v'là comme on cause, les dents prises dans le béton armé, fantaisie en forme de prose, écrite à l'œil rythmé au pied. Hey, psst! Une auto a dépassé, une lumière esquivée, un piéton a évité, des gendarmes se défilaient, une rue en réparation, faut changer de direction, tout à coup un coup de klaxon. Ah ben maudine crevaison. J'ai la tête en fleurs aujourd'hui, j'ai retrouvé le cœur de Marie, dans des images d'enfants sages qui dormaient dans ma tête d'enfant bête, comme un conte de soleil et de vie. Dans des images d'enfants sages qui dormaient dans ma tête. Tout le cinéma fonctionne à 24 images par seconde. Alors, quand on veut reconstituer le mouvement en animation, donc il faut faire 24 dessins à la seconde. Et ça représente 1440 dessins à la minute. Pour un court-métrage moyen de 5 minutes, c'est déjà plus que 5000 dessins. Et si on faisait un long-métrage à la Walt Disney, ça serait plus de 100 000 dessins. Alors on comprend avec des chiffres semblables que ça prend du temps à faire du cinéma d'animation. Ce qui m'a surtout attiré à l'animation, c'est sa magie. On peut créer des choses qui n'existent pas vraiment dans la réalité. Donc, le type d'animation qui m'attirait encore le plus, c'était le cinéma de marionnettes. On peut travailler devant la caméra, directement devant la caméra, avec des êtres, avec des objets, avec des poupées. Et il y a une fascination dans ça. Un jour, j'ai vu les enfants jouer avec des petits blocs de construction. Il y avait dessiné des personnages dessus. Et ils s'amusaient avec ça. Puis, ça sera un sujet par excellence pour faire un film d'animation. J'ai créé un univers. Et donc, dans Chouchou, avec les blocs et des cubes, dans le château de sable, c'est des êtres qui viennent du sable. Entre eux, ils commencent un gros travail, faire leur propre château.
Je suis une ramasseuse. Moi, je ramasse des photos, des vieux objets, des vieux meubles. Je suis très attachée aux choses de ma famille. Et pour moi, c'était important de montrer à quel point on transmet la tendresse à travers les objets et les photos de famille. Et c'est un film qui a été un peu angoissant à faire parce que je travaillais au milieu de ce monceau de photographies de mes parents, mes grands-parents, mes grands-tantes. Et beaucoup de ces gens-là sont disparus maintenant. Donc, ça avait un côté très... assez émouvant, disons. Très, très personnel, hein? Moi, on peut dire que j'ai commencé en animation avec un stage que j'ai fait ici à l'ONF. Une des premières choses que j'ai voulu voir, c'était l'écran d'épingle d'Alexeïev. Après 2 semaines que j'étais ici, j'avais toujours pas vu l'écran d'épingle. Je savais que c'était Norman McLaren qui l'avait fait venir ici. Et j'ai quand même pris mon courage à 2 mains. Je suis allé frapper à sa porte. Et là, je lui ai demandé si c'était possible de travailler sur l'invention. J'ai vu cette sorte de tableau noir. Et en m'approchant, je me suis rendu compte que ce que je voyais en réalité, c'était un coussin d'épingles très serré. Et il y en avait 240 000 dans une surface à peu près grande comme un écran de télévision. Avec quelques objets où, en enfonçant les doigts contre les épingles, on se trouvait automatiquement à obtenir un genre de relief. Là, finalement, depuis ce moment-là, moi, je travaille avec cet écran-là. Pas toujours, mais c'est ce que je préfère faire. Puis finalement, ça fait 18 ans que ça dure. Et puis, j'ai pas l'intention d'arrêter non plus. Pour le moment, je me trouve être le seul au monde à faire ça. Un peu par accident, Alexeïev est mort en 80. Et puis, il n'y a pas eu d'autres élèves à part moi. Grand-papa? Oui? Grand-papa, tu veux-tu on va jouer à mon jeu que j'ai inventé? Oh, ça aussi pour inventer tes champions. Tu vas aimer ça, t'as pas besoin de courir. Mon petit Snowrood. Quand on regarde un film comme Charles et François, j'étais préoccupé par encore un autre phénomène, c'est le phénomène du temps. Donc, quand on parle d'une longueur de film, disons un film de 16 minutes, on raconte toute une histoire à l'intérieur de 15 ou 16 minutes. Et on peut même passer à travers la vie de quelqu'un.
dans Charles et François, par exemple, j'ai fait quelque chose qui était si peu exploité encore. C'était faire la combinaison d'animation en volume, marionnette ou avec des objets, et en même temps incorporer le dessin animé des formes découpées en papier. François, est-ce qu'on arrête d'aimer la terre en mourant? Mourir quand on veut mourir, dans la belle paix du cœur entier. Je les sais par cœur, mes étoiles. J'aime ça, ton histoire de ta maison, là où on pourrait aller mourir. Quand on veut. On a droit à ça, il me semble. Dans une grande maison, dans les arbres, hein? Je pense que j'aime trop les arbres pour leur faire ça. T'as une petite chambre à toi, puis là, tu t'endors tranquillement. Un soir, ils te mettent quelque chose dans ta soupe. J'aimerais mieux dans mon jean. Caroline Leaf est une Américaine qui est venue travailler au studio d'animation anglais et qui, quand même, a fait au studio français 2 films, dont Le mariage du hibou, qu'elle a travaillé avec du sable. Elle travaille avec du sable ordinaire et tout ce qu'il lui faut, c'est un petit contenant de la grandeur d'un contenant de yaourt rempli de sable et ça lui suffit. Caroline Leaf a le génie des transitions. Elle passe d'une image à l'autre et en même temps, elle transforme son image. C'est unique à Caroline Leaf. Tu ne veux quand même pas sortir, Viola? T'es un monstre! T'es ma sœur, Viola. Viens. Viens que je te fasse à dîner. Et qu'on se retrouve comme avant. Ben, j'aime parler des gens, j'aime parce que c'est, ça fait partie de mes préoccupations. Je regarde les gens vivre autour de moi, puis de là me viennent des idées pour faire des films. Dans Trêve, c'est un questionnement sur soi, une descente intérieure, si tu veux. Cet homme, voyez, disait-elle. Sans lui, je ne sais pas ce que je deviendrais. Point de repère, sans lequel elle redoutait de ne plus retrouver la maison, de perdre l'équilibre. Comme ça? Devant le miroir? Oui. Oui, devant le miroir. Mais... Dans l'atelier, c'était autre chose. C'était plus le rapport, si tu veux, des hommes et des femmes. J'ai voulu comme inverser les situations classiques. Là, tu sais, quand tu regardes des peintures, bon, c'était toujours la femme qui est le modèle, puis l'homme qui est le peintre. Je partais de moi, dans le fond. Je partais pas d'une situation anormale, mais en même temps, je trouvais ça intéressant de montrer un autre côté des choses. Je n'avais pas vu le temps passer. Au revoir. Je t'aime, papa. Dans le cas du film avec Francine Desbiens, la musique était déjà enregistrée, le concept de composition était déjà fait. Et l'idée a plu à Francine et elle a bâti son scénario à partir d'une musique donc déjà faite. Francine a rajouté, enrichi d'une certaine façon le côté tendre et le côté émotif. Papa, c'est que t'es pas encore arrivé, fait que
J'aimerais ça que la cassette, là, c'est que je veux vraiment la voir. Puis j'aime beaucoup la musique que tu as faite. Bye bye. Oh, c'est vrai, je t'aime beaucoup, papa. Salut, bye bye. Le rôle de la musique dans le cinéma d'animation, c'est beaucoup l'espace de l'émotion. Dans le fond, la musique contribue beaucoup à ajouter ou à amoindrir ou à changer même parfois l'émotion qui est suggérée dans les images. Aujourd'hui, les compositeurs sont choisis par les réalisateurs. Mais au tout début du studio, il y avait Maurice Blackburn, qui lui était le compositeur attitré de l'Office national du film. Et Maurice avait même demandé d'être attaché exclusivement au studio d'animation. À ce moment-là, il a pu poursuivre des expériences très étonnantes, très audacieuses même. On pense entre autres à Notes sur un triangle avec René Jaudoin. J'ai commencé dans le cinéma, dans le film d'animation, avec des préoccupations musicales. J'aime beaucoup la musique. Et ce que j'aime au cinéma, c'est la juxtaposition des images et du son. Comment est-ce que tout ça s'amalgame ensemble. Il ne faut pas oublier que dans un film d'animation, quand le film est terminé, il n'y a aucun son. Contrairement à un film normal où on filme avec un micro et on entend du son, le film est fini, mais il n'y a absolument aucun son. Donc, tous les sons qu'on entend d'un film, il faut tous les enregistrer après. Ce qui était important, c'était aussi de créer des sons qui étaient compliqués et pas évidents, comme les sons de pattes de coquerelle. C'est pas évident comme ça à trouver en recherche. C'est rare, ça peut dire à un gars, trouve-moi des sons de pattes de coquerelle. Donc, les pattes de coquerelle, c'est juste moi qui faisais pendant 5 secondes, ce que je viens de faire là. Et puis ça a été multiplié par, je sais pas, 100, 150, et ça créait le son de toutes les coquerelles. La condition sociale, les croyances religieuses, l'idéologie politique et la langue maternelle n'y changeaient rien. Les symptômes étaient toujours les mêmes. Tous, sans exception, avaient regardé à cette époque un appareil de télévision de marque Brunswick. Cet appareil a toutes les caractéristiques d'un téléviseur ordinaire, mais un minuscule dispositif électronique, ingénieusement dissimulé, lui confère des pouvoirs inimaginables. On s'est amusé à inventer cet appareil qui aurait existé dans les années 64, 64, 68, et qui faisait surconsommer les gens. Les gens regardaient la télévision et étaient soudainement pris d'un besoin freiné de consommer d'un même produit. À ma connaissance, je ne crois pas qu'un sujet ait été refusé parce qu'on exerçait une certaine censure.
Bernard a fait Les naufragés du quartier, qui démontre les effets dévastateurs de l'alcoolisme en milieu défavorisé. Il l'a traité avec la densité dramatique qu'exigeait le film. Speak White, qui est un peu plus engagé politiquement, en ce sens que le film se veut une protestation contre le pouvoir des dominants sur les dominés, en d'autres termes, l'exploitation de l'homme par l'homme. Speak White, parlez-nous production, profit, pourcentage. Speak White, c'est une langue riche pour acheter, mais pour se vendre. Mais pour se vendre à perte d'âme. Mais pour se vendre. Ha! Speak White. Big deal. Si on compare avec l'idée de films de cartoon où le sujet peut être assez léger, où c'est basé sur des gags, on peut dire que les gens dans le studio mettent plus d'eux-mêmes que simplement dans un truc qui aurait une existence au niveau des gags. Il y a toujours bien des maudites limites. C'était un métier noble dans ce temps-là, faire la chasse aux loups marins. Brigitte Bardot avait d'autres choses à faire. Il n'était pas 250 millions à nous regarder à la loupe, comme si c'était nous autres qui avaient crucifié le Christ. Au Salvador, nous avions toujours peur que les soldats viennent pour nous assassiner. Ils sont venus dans notre village et ils ont séparé les hommes des femmes et des enfants. Après, ils ont mis ensemble les hommes et ils les ont tués. Ces films prouvent la volonté des artistes du studio de sortir des sentiers battus, soit par le style, soit par là où les techniques, soit par le thème traité. Et c'est une des caractéristiques du studio français d'animation de laisser l'entière liberté à leurs auteurs. On expérimente beaucoup en animation et un organisme comme le Studio français d'animation, comme l'Office national du film, ça nous donne, nous, cinéastes, la possibilité d'expérimenter différentes techniques d'animation sans contrainte commerciale.
Il est aussi arrivé à quelques occasions qu'on invite un cinéaste étranger à venir réaliser un film chez nous. Normalement, c'était une personne de longue expérience, mais il y a aussi eu des jeunes qui nous ont proposé des projets qu'on a acceptés parce que c'était des films importants. Il y a la réputation d'excellence de l'ONF qui est reconnue à travers le monde. Et c'est certain que être invité par l'ONF, c'est en quelque sorte un honneur. Je me souviens que Bretislav Poyar, qui a été invité à plusieurs reprises à réaliser un des films, m'a dit un jour, moi, quand je vais travailler à l'ONF, c'est le paradis. Une des preuves de la réputation de l'ONF, ce sont les prix qu'ils ont reçus. Une avalanche, hein, je dois dire. À l'occasion des Jeux olympiques de Los Angeles, on a fait un concours et on a demandé à un certain nombre de professionnels de l'animation de faire une liste de leurs 50 films préférés. Et le Canada était en deuxième position, tout de suite après les États-Unis, par le nombre de films qui ont été choisis parmi les 50 meilleurs. J'ai décidé de faire un film à un moment donné avec Bretislav Poyar. Et dès le début, notre projet, c'était de combiner deux techniques. Enfin, ce que lui faisait le mieux, les marionnettes, et ce que moi, je faisais le mieux, l'écran d'épingle. Pour l'occasion, là, je voulais aussi faire avancer l'écran d'épingle, faire un pas de plus par rapport à ce qui avait été fait avant. Et j'ai tenté d'incorporer de la couleur. Première prise. Deuxième prise. Le corbillard et la Renault. Troisième prise. Le corbeau et le renard par Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait à peu près à ce langage. Quatrième prise. On va y arriver. Le corbeau. Le corbeau et le renard international mix. Le corbeau et le renard par Jean de La Fontaine.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, met son fromage sous l'aile et dit « Hey, on se dit, me prends-tu pour un corbeau français? » Ouais. Vous savez, moi, quand je suis rentré à l'Office national du film en 80, c'est un des premiers films que j'ai vu. Puis tu es venu pareil. Puis je suis venu quand même, ben oui. C'est peut-être ça qui m'a attiré à vous. Mais je me demandais comment vous étiez pris pour réaliser ça. Ah, ben ça, c'est venu d'une farce que Yves Leduc nous avait racontée lors d'un rallye automobile. Et puis, à la fin du rallye, on est allés manger ensemble et Yves nous a raconté la farce. Quand tu racontes des histoires à des animateurs, il faut que tu fasses attention parce que des fois, ça peut devenir un film. En fait, la chose, c'est qu'il existait un climat dans le studio. Il y avait des liens amicaux entre les gens qui faisaient que ça rendait ça... c'était un climat favorable pour que des idées comme ça naissent puis se fassent sans que ce soit compliqué. Les aventures collectives, c'est un phénomène qui est particulier ici. À tous les 3-4 ans, là, il faut qu'il naisse un projet collectif. C'est très amusant de travailler en collectif, hein, parce que c'est vraiment stimulant. Parce que chacun apporte des idées. Tu sais, tu peux consulter, t'as un problème, tu demandes tout de suite à quelqu'un, bon, ben, comment tu ferais ça, toi, telle chose, tu sais, tandis que là, tout ça, c'est plus difficile. Puis, dans votre fameux rallye, l'avez-vous gagné? Là, non. On a eu un film, nous autres, en prime. C'est bien mieux que de gagner un rallye. Ron Sionis, qui était un cinéaste anglophone, avait des liens avec à peu près tous les gens qui travaillaient ici. Et il a conçu un projet où il est allé interviewer des enfants de milieux divers sur ce qu'il appelait les grandes questions. Il y a des liens qui se sont faits entre certains animateurs et certaines phrases ou certaines images qui étaient évoquées par les enfants. Il faisait semblant que le soleil, c'était Dieu. Puis après, il faisait des prières près du soleil, puis il faisait semblant que c'était comme Dieu. Et chaque réalisateur au studio ont une personnalité différente et ont développé par le fait même une technique différente. On utilise toute une panoplie de techniques, mais il y en a qui se sont spécialisés dans une technique, comme Jacques Drouin, par exemple, avec l'écran d'épingle, Coedman avec les objets en 3D, Suzanne Gervais avec le papier découpé. Ça ne veut pas dire qu'on est limité à ça, mais ça veut dire que c'est notre force, c'est là-dedans qu'on est le mieux. Et puis, dans le studio, ça arrive souvent que, par exemple, moi, je vais demander à Jacques Drouin de faire une séquence pour moi, ou quelqu'un d'autre va me demander un renseignement technique par rapport à une technique que je contrôle bien. Alors, on a beaucoup d'échanges comme ça à l'intérieur du studio. Et aussi, ça débouche sur l'extérieur. Il y a des documentaires qui peuvent venir nous demander de faire une séquence spéciale pour un film d'animation. Il y a aussi des films de fiction qui peuvent nous demander de créer des inserts. Comme par exemple, Denis Arcand m'a demandé de réaliser la séquence de la naissance de l'univers pour Jésus de Montréal. J'ai réalisé en 6 semaines, par exemple en prenant des roches que je ramasse près de chez moi sur la voie ferrée et en les faisant flotter dans l'espace pour créer la séquence des astéroïdes, et ainsi de suite. Notre Soleil est l'une d'entre elles. Nous habitons une planète minuscule, en orbite autour d'une étoile banale, à la périphérie d'une galaxie ordinaire parmi des milliards d'autres galaxies. Vous la connaissez? Qui? La petite fille qui vient vers nous. Venez vite, monsieur le vicaire, mon père se meurt. Attends-moi là, petite. Je vais revenir au printemps prochain.
pour faire l'animation, ça prend de la patience. Mais ce qu'il y a de particulier pour le travail sur écran d'épingle, je pense que ça prend surtout une sorte de concentration, une sorte d'énergie particulière. Ce que je trouve le plus difficile, probablement, c'est le matin de retrouver sur l'écran l'image que j'ai faite, que j'ai laissée la veille. Et finalement, je dois la remettre en vie. Passer 3 ans de sa vie avec des coquerelles, c'est pas évident. Ce qui arrive, c'est qu'on vient à un moment donné qu'à force de travailler sur nos personnages, puis à travailler sur les scènes, puis tout ça, pendant 3 ans, on vient qu'à perdre l'objectivité par rapport à ce qu'on fait. Donc, je me suis souvent surpris à travailler des longues heures à arranger une narine de coquerelle qui va passer à l'arrière-plan pendant 8 images. On travaille sur un projet de film, on recrée une atmosphère, une ambiance, on recrée une situation en miniature. C'est le travail de moine. On est dans notre petit monastère. L'an dernier, je venais d'adopter une petite fille d'origine guatémaltèque et je devenais, par le fait même, moi aussi différente. Nous étions une famille différente. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis sensibilisée à la problématique de la différence et, par ricochet, aussi à la problématique de l'intégration. J'avais le goût, en tant que cinéaste d'animation, de parler de ça. Et je me suis dit, bah, tiens, une série de contes comptines qui viserait à sensibiliser les jeunes à ça, ça serait intéressant. Et c'est ce qui a permis le déclenchement de cette merveilleuse aventure qui est le collectif des droits de l'enfant. Avec la Convention des enfants, on est un groupe de 7 personnes. On travaille sur le même projet. Alors, c'est plus facile de créer un contact avec le reste de la boîte. Au début, c'est peut-être faire un fixe là, sur la première image, la première de tout. Là. Oui. OK. On était très bien suivis. Même encore, on a beaucoup d'appui. C'est ce que j'apprécie beaucoup pour mon premier film professionnel. C'est très important à la fois d'être appuyé pour se concentrer plus facilement à l'animation. J'ai toujours rêvé de faire un film d'animation, mais là, c'est vraiment la chance de ma vie. Je crois que l'ONF apporte beaucoup aux jeunes la possibilité, justement, de faire des films artistiques, des films personnels. Pauvre petit bonhomme. Ouais, il se fait démembrer. Je trouve ça très enrichissant, le rapport avec les autres personnes, puisqu'on peut s'apporter les uns les autres. Alors, l'année dernière, lors du magnifique Festival d'Ottawa, on nous a demandé de faire des bandes annonces. Et puis Yves Leduc, qui est le producteur ici, a décidé de faire pour les 6 soirs 6 techniques différentes. Donc, il a engagé il a approché des cinéastes différents. Des diverses cinéastes, oui. Il y avait Orson Welles, je pense. Oui, il y avait François Truffaut aussi qui était approché. Jean Gabin. Oui, pour le son, c'était excellent. Alors moi, l'idée, finalement, malheureusement, ces gars-là ne font pas d'animation, donc ils ont pris... Ils nous ont choisi, nous autres. Alors voilà. Alors, mon idée, mon concept de base, c'était de faire ça avec un cheval et un phénixiscope. Ce qui est je trouve que c'est bon, le cheval et le phénixiscope, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, très fier. Moi, c'était assez différent, finalement. Moi, c'était plutôt le contraire. C'était un phénixiscope et un cheval que j'ai pensé. Oui, ça me revient, oui. J'avais bien aimé ça.
À l'ONF, on a fait des productions expérimentales qui utilisaient des ordinateurs à la fin des années 60. Et finalement, c'est en 85 que c'est devenu plus officiel avec la fondation du Centre d'animatique par le chef du studio, Robert Frogette. Nous, comme chercheurs au centre, on développe des logiciels, puis on fait de la recherche de base pour développer des outils que les animateurs peuvent utiliser dans leur production. Comme on peut travailler soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions. En 2 dimensions, on peut utiliser l'ordinateur pour faire la coloration des dessins animés. Comme autrefois, normalement, ça se faisait à la main. En 3 dimensions, c'est un peu plus comme faire de l'animation de marionnettes, dans le sens qu'on construit des personnages, on construit des décors d'une façon mathématique dans l'ordinateur. Puis après ça, on peut spécifier des éclairages, spécifier de l'animation, des mouvements. Quelqu'un fait des cauchemars à cause de son vieux calendrier. On a créé un concours en 1980 qu'on a appelé Cinéastes recherchés. Et depuis ce temps-là, à chaque année, on met en production un film qui est une première œuvre professionnelle par un jeune qui peut sortir d'une école de cinéma ou avoir bricolé quelque chose dans sa cave de toute façon. Pour moi, le fait d'être rendu à l'ONF, c'est un peu comme un aboutissement de carrière en début de carrière. Je veux dire, c'est le meilleur départ que je pouvais avoir. Je m'attendais, après des années de travail dans l'animation commerciale, d'avoir la chance de réaliser un film, un projet personnel. Puis là, je me retrouve ici à réaliser comme premier film professionnel mon projet personnel, que j'ai moi-même fait le storyboard, le scénario, la conception visuelle. C'est moi qui ai engagé le musicien. Le kit au complet, j'ai eu mon mot à dire. Alors, c'est comme... je pouvais pas demander mieux. Que faites-vous ici? Vous êtes un parent, un ami? Je suis Max Sinclair, le fameux reporter. Ne le fatiguez pas trop, il est encore faible. Je sais jamais quelle technique je vais me servir, si ça va être du tournage réel ou si ça va être d'animation, avant d'avoir terminé un scénario. Parce que j'écris ce que j'ai en tête, et après ça, j'essaie de voir c'est quoi la meilleure façon de passer ça à l'écran. Ce qui est spécial, je crois, ou qui est original de l'utilisation de différentes techniques dans Sylvia, c'est que ce qui devrait être la réalité est représenté sous forme de dessin animé cartoon, et ce qui est le rêve de cette lectrice-là est représenté par des humains photographiés en noir et blanc. Je vous aime, Sonia. Mon nom est Sylvia. Je vous aime, Sylvia. Est-ce que j'éprouve de l'amour ou de la pitié envers cet homme? Je travaille beaucoup sur la structure du film, sur la suite de plans et sur... j'essaie de travailler au niveau du langage, de trouver des nouvelles façons de surprendre le spectateur. C'est important pour les cinéastes qui ont plus d'expérience aussi de se sentir un peu bousculés par ces films-là, parce que ces films-là ont beaucoup de fraîcheur, ils ont des caractéristiques assez particulières là, qui viennent un peu contester les traditions d'animation qu'on pratique.